Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler cyclisme. On va faire le débrief du Tour du Luxembourg. J'ai toujours le débrief de la Vuelta en attente, mais peut-être que ça arrivera jamais, hein, parce que là, si ça arrive pas d'ici dimanche, hein, vous saurez que ça n'arrivera jamais. Parce qu'après, ça va commencer 2 semaines après la fin de la course, ça commencerait à être beaucoup trop tard. Mais voilà, en ce moment, la Coupe du Monde de rugby, plein de choses à faire à côté aussi, c'est pas forcément simple. On va parler du Tour du Luxembourg aujourd'hui, on va faire le débrief de cette course. Pourquoi j'ai envie de faire le débrief du Tour du Luxembourg? Parce que c'est une course qui est toujours intéressante, qui permet de découvrir des jeunes coureurs, qui permet de voir des confirmations, qui permet de retrouver des coureurs qui ont peut-être un petit peu disparu. Eh bien, c'est tout ce qu'on a eu dans ce Tour du Luxembourg 2023. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pense que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. PS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief à la mi-temps des matchs de rugby, à la fin des étapes de la Croix-Race cette semaine. Et puis TikTok, c'est bon. On commence tout de suite avec cette vidéo sur le Tour du Luxembourg. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Tour du Luxembourg 2023. C'est fait du bien déjà de voir une course qui est bien organisée. Parce qu'il faut le dire, ce Tour de Luxembourg, qui pourtant n'est pas une épreuve World Tour, est mieux organisé par exemple qu'un Tour de Burgos. C'est une épreuve qui est quand même pas mal en termes d'organisation, je trouve. Et ça, c'est très intéressant parce que ça n'arrive pas toute l'année d'avoir des courses avec des choses bien structurées, des virages plutôt bien signalés. Voilà, donc... surtout qu'en plus le Luxembourg c'est pas si facile que ça parce que on a quand même plutôt des routes étroites. Mais c'est vrai que si je compare par exemple à l'étape d'hier que j'ai vue de la Croix-Race, cette première étape, c'est largement au-dessus le Tour de Luxembourg en termes d'organisation. Donc je trouve que voilà, c'est pas mal. Alors que pourtant, encore une fois, les routes sont pas forcément très larges. Il y a pas mal d'aménagements urbains également. Donc c'est pas forcément facile. Et on a eu une course intéressante parce que c'est une course qui est souvent spectaculaire. Et là, malgré un contre-la-montre, eh bien, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Au final, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Pas de bilan des Bleus hein, sur cette course du Tour de Luxembourg, déjà parce qu'il y a beaucoup d'équipes françaises qui sont présentes au départ. Mais voilà, je n'avais pas forcément énormément de coureurs français à mettre en avant ou de coureurs étrangers dans les équipes françaises à mettre en avant. Donc il n'y a pas de bilan des Bleus. On commence tout de suite du côté des coureurs au top avec peut-être le numéro de cette deuxième partie de saison avec Ben Eli qui a été impressionnant lors de l'étape du vendredi, lors de l'étape numéro 3. Impressionnant Ben Eli. Mais encore une fois, ce mec-là, faut pas lui laisser 10 secondes. Parce qu'il a une résistance à l'effort qui est assez dingue. Il a une endurance quand même. Plus c'est dur, plus il aime. Plus les conditions sont merdiques, plus il aime Ben Eli. Et ça m'a rappelé sa victoire sur le Tour d'Italie. Pareil, des conditions atroces où il part à 45 bandes de l'arrivée et personne ne le revoit. Ce mec-là, faut pas lui laisser 10 mètres. Tu lui laisses 10 mètres, il va s'accrocher jusqu'au bout. Parce que dans sa tête, c'est un malade. Je pense que voilà, il a une résistance à la douleur, il a surtout un mental d'acier, Ben Eli. Et pourtant, c'est vrai que sur cette deuxième partie de saison, on ne l'avait pas beaucoup vu, l'Irlandais. Moi, je l'avais vu au championnat du monde, mais il n'avait pas été incroyable sur le contre-la-montre. Oui, il avait pris la 26e place. Sur la course sur route, il avait abandonné. Alors, j'avais pas vu la Prueba Villafranca au mois de juillet. Bon, il avait été champion d'Irlande sur route, deuxième du contre-la-montre. Mais je l'avais peu vu. Mais quand on se remémore quand même son mois d'avril avec le région Pays de la Loire Tour où il prend la 5e place. Ensuite, il enchaîne avec la Flèche Brabançonne deuxième de l'Amstel, quatrième de Liège-Bastogne-Liège, 32e de la Flèche Wallonne. Vainqueur également du GP Industria et Artigianato, troisième de la semaine internationale Copier Bartoli, troisième du Trofeo Calvia, victoire
sur le Giro et une deuxième place également du côté de Bergame. Ça a été quand même assez impressionnant ce qu'il a réalisé cette année, Benelli. Ça fait partie des coureurs. Bon, je vous fais un petit teasing du top 10 sur les révélations de la saison. Pour moi, Benelli, ça fait vraiment partie des révélations de la saison. C'est pas sa première année chez les professionnels. Voilà, il a été chez Wiggins, il a été chez Trinity, mais c'est la première année où il a des résultats de ce niveau-là. Benelli, il a fait vraiment une très très belle saison. Et puis, bon, EF là jusqu'en 2026, mais c'est vraiment une très très bonne chose parce qu'il a fait vraiment des très très bons résultats. Sur les classiques ardennaises, c'est un coureur qui va être intéressant. Alors, c'est pas un grand puncher, c'est pas un coureur forcément qui a une giclette exceptionnelle, Benelli. Par contre, avec cette résistance-là à l'effort, bah, vu que les classiques ardennaises ces derniers temps, c'est quand même souvent, ça part de loin, avec Remco Evenepoel, bah forcément un Benelli, c'est un coureur qui peut s'accrocher hein, pendant très longtemps. Avec un peu cet air un peu de débonnaire, Benelli, mais vraiment il fait des très très gros efforts. Et puis je pense qu'à l'intersaison, il va encore progresser. Si en plus il finit bien l'année, il doit finir autour de Lombardie. S'il finit bien la saison, ça va peut-être être intéressant pour lui. Mais c'est vraiment une saison incroyable hein. Quand vous voyez cette année au classement PCS, donc Pro Cycling Stats, il est 25e. En 2022, il était 492e. Donc, pour vous dire quand même l'écart de niveau cette année, c'est vraiment une vraie révélation. Et là, vendredi, il a été vraiment magistral. Dommage, il perd du temps quand même sur le chrono. Mais je pense que l'effort lui est resté un petit peu dans les pattes. Et puis dimanche, la course n'est pas goupillée comme il le souhaitait. Je pense que voilà, il a fait un gros effort vendredi qui lui a coûté dans les pattes sur le reste de la semaine. Mais vraiment vendredi, vraiment un très bon travail de la part de Benelli. Ça fait du bien aussi de revoir Carapaz, parce qu'il a fait quand même quasiment une saison blanche, Richard Carapaz, et on l'a vu énormément bosser pour son leader, Benelli. Donc ça fait du bien voilà, de revoir Carapaz qui fait 24e. Alors vous allez me dire 24e. En général, à une 57, c'est pas exceptionnel. Oui, mais bon, on l'a très peu vu cette année, Carapaz. Abandon sur le Tour de France. Dauphiné, il fait 36e. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu de grands résultats pour Carapaz. Il a que 32 jours de course dans les pattes. Moi, je l'ai trouvé quand même assez intéressant dans les étapes où il y avait des bosses. Assez punchy, il a tenté des choses. C'est peut-être un coureur qui va être intéressant sur les courses italiennes, notamment le Giro dell'Emilia, le 30 septembre, les 3 vallées varésines et le Tour de Lombardie qui conclura sa saison, qui aura quand même été une première année compliquée chez EF. Heureusement pour lui, il a encore un contrat de 2 ans. On poursuit du côté des coureurs au top avec Marc Hirschi. Belle victoire sur cette course à étapes. Bon, Marc Hirschi, chez UAE, de toute manière, il a les restes. Hein. C'est-à-dire qu'il a les restes de ses coéquipiers. Moi, je me dis vraiment que c'était pas un bon choix de carrière d'aller chez UAE, surtout qu'il a encore un contrat qui perdure jusqu'à l'année prochaine. Alors, l'avantage, c'est qu'il aura 26 ans, donc il sera encore jeune. Mais pour moi, c'était pas une bonne idée d'aller chez UAE. Parce qu'on voit très clairement que on lui laisse un peu les restes, quoi. Hein. Alors oui, bon, il a quand même eu des victoires, vainqueur de la Coppa Sabatini, vainqueur donc de ce Tour du Luxembourg, vainqueur de la Preba Villafranca, champion de Suisse également. Sauf que il fait aucun des 3 grands tours. Sur les courses par étapes, il a été cantonné au rôle d'équipier. Bon, quand tu t'appelles Marc Hirschi, on s'attend un petit peu mieux. Alors, c'est pas mauvais, parce qu'il a des bons résultats. Ses sorties sont très intéressantes. Le Tour de Lombardie, ça va être un de ses objectifs de fin de saison. Sauf que c'est vrai que quand il a quitté DSM et qu'on l'a vu chez UAE, on s'attendait à ce qu'il soit présent sur les classiques ardennaises et que ça n'a pas été vraiment le cas. Mais il faudrait déjà qu'il ait le statut de leader sur ces courses-là. Et c'est vrai qu'on voit très bien clairement que le leader, c'est Pogacar.
et que lui fait partie des équipiers dans cette formation. Et ça, c'est un petit peu dommageable. Après, c'est le problème, hein. C'est aller chercher l'argent plutôt que le statut dans une équipe. Bah, c'est ce qu'a fait Mark Hirschi, c'est ce que fait également McNulty, alors que c'est des coureurs qui pourraient être leaders dans d'autres formations. Alors, ils seraient peut-être moins payés, mais au moins ils seraient leaders. Moi, je pense qu'il y a un moment, il y a des coureurs qui font des choix de carrière qui sont intéressants, qui sont cohérents. T'en as d'autres qui font des choix de carrière où on sent que c'est plutôt le chéquier qui les intéresse. Et bah, après, est-ce que c'est ces coureurs-là qu'on retiendra dans le futur? Je ne pense pas. Il y a des coureurs qui ne sont jamais intéressés au carnet de chèques. Thomas Voeckler, par exemple. Il était bien payé, hein, mais c'était pas forcément sa priorité. Je pense à un Romain Bardet, bien payé, mais pas forcément la priorité. Ces coureurs-là, je pense qu'on s'en souviendra plus qu'un Nasser Boigny qui, lui, aimait bien être très bien payé, ou qu'un Mark Hirschi, peut-être, s'il n'y a pas des résultats qui viennent à l'avenir. Ou qu'un Kwiatkowski, par exemple, qui a privilégié le chéquier pendant très longtemps au statut dans les équipes. Kwiatkowski, il aurait pu être leader dans des formations et avoir des meilleurs résultats que ça, même s'il a déjà des très bons résultats. Après, ce sont des choix de carrière. Bah après, il ne faut pas se plaindre également si tu ne deviens pas consultant pour la télé suisse dans 10 ans, quoi. C'est dommage. Cancellara l'a peut-être pas bien conseillé. Mais c'est vrai que là, il est dans une grosse structure, mais bon, il fait quand même pas des grosses courses, quoi. On sent qu'il est vraiment là pour les restes. C'est pareil avec McNulty, hein. Je dirais que c'est un peu le même cas pour les deux. McNulty qui fait également une semaine intéressante. Avec la deuxième place à 3 secondes, alors surtout grâce au contre-la-montre. Là aussi, du côté de McNulty, il y a eu une victoire d'étape sur le Giro, hein, cette année, c'est pas mal, mais tu sens que il n'a pas forcément un statut de leader. Peut-être aussi du côté de McNulty qui n'a pas su le récupérer, ce statut de leader, notamment sur les grands tours, et qu'avec là encore, le nombre de coureurs qu'on a chez UAE, quand tu as Almeida, Ayuso, Pogacar, tu te retrouves à être la 5e ou 6e roue du carrosse. C'est quand même frustrant parce que le McNulty de rallye cycling était quand même très très intéressant. Quand il rejoint UAE, là on se dit, bon, il va avoir des résultats sur les classiques, sauf que pas de pause pour lui, il tombe sur Pogacar. Mais bon, ça a l'air de lui convenir parce qu'il a un contrat jusqu'en 2027. Je me dis quand même que McNulty, il y a 7 victoires dans sa carrière, mais vu ce qu'il avait fait notamment sur le Tour de Sicile en 2019, je m'attendais quand même à un peu mieux. Aujourd'hui, sur les courses d'une semaine, il est très présent, McNulty, mais au-delà de ses courses d'une semaine, c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que sur les courses d'une semaine, il fait 8e du Tour de la Communauté de Valence, 12e de Tirreno, 7e du Tour du Pays Basque. C'est pas mal. Mais sur les grands tours, pour le moment, il a 5 grands tours à son actif. Meilleur résultat, 15e, c'était sur sa première participation sur le Tour d'Italie en 2020. 69e sur le Tour de France 2021. 2022, les 19e du Tour de France. 70e de la Vuelta 2022. Et 29e du Giro. Voilà pour le moment. Et une seule victoire d'étape, surtout dans sa carrière. C'est ça qui est frustrant et dommageable pour McNulty, qui sera également sur le Tour de Lombardie. Evan Kosciu du côté de Arkea, très belle semaine de la part du coureur français qui finit 16e du général, qui nous a fait une course assez intéressante, un peu comme ce qu'avait fait Kevin Vauquelin l'année dernière. Première année véritablement complète chez les professionnels, et quand même des choses intéressantes. 12e du Tour du Poitou-Charentes, 9e du Grand Prix de Wallonie, 6e des championnats de France du contre-la-montre. Également 9e du prologue des boucles de la Mayenne. Sur le Tour de Suisse, il avait fini 10e du classement des jeunes, 8e de la classique Grand Besançon, 2e de Paris-Camembert. Voilà, on a quand même des résultats intéressants pour une première saison complète chez les professionnels, et surtout il a fait une saison avec 61 jours de course, donc ça c'est très intéressant pour l'avenir. Seulement 20 ans. Il va avoir 21 au mois de novembre, le 10 novembre prochain, si vous voulez lui souhaiter son anniversaire. Mais je trouve que voilà, c'est un coureur, un bon petit profil puncher. Pour moi, Evan Kosciu est un coureur intéressant pour le futur.
Et surtout, c'est un Tour du Luxembourg où il a été à l'attaque, 6e de l'étape de Luxembourg, 22e à Vianden, mais il attaque, il n'a pas hésité à se montrer, à être actif pendant toute la semaine. Donc ça c'est intéressant, voilà pour Evan Kosciu, puis il finit bien l'année, donc ça aussi c'est très intéressant. Il a un frère qui s'appelle Gurvan, qui a 18 ans, Gurvan, qui est en amateur pour il avait abandonné notamment sur les championnats de France junior. Pas de résultat, 16e de la ronde du printemps, pas de résultat pour le moment incroyable du côté de Gurvan Kosciu sur ce que je vois sur Pro Cycling Stats. Vous savez que Pro Cycling Stats sur les épreuves amateurs c'est toujours un petit peu compliqué. Puis je termine avec on peut saluer également la belle victoire de Jente Biermans du côté d'Arkea, hein. Encore une fois ça va être la priorité l'année prochaine, le sprint du côté de cette formation. Et puis je termine avec Van Wilder. Là aussi, belle semaine, 4e à 34 secondes. Il finit bien la saison, Ilan Van Wilder. Et c'est un coureur qui a montré quand même cette année que le statut de leader ne lui faisait pas peur, que ça soit sur le Tour d'Italie où il finit 12e du général, Tour de Pologne 4e, vainqueur du Tour d'Allemagne, 4e également de ce Tour du Luxembourg. C'est très intéressant ce qu'a fait Ilan Van Wilder avec ce statut de leader qui n'est pas toujours facile à porter, hein. Il y a des équipiers qui n'aiment pas forcément ça, mais lui il a réussi vraiment à bien s'en sortir. Donc belle semaine de compétition. Lui il terminera le 15 octobre prochain à la Japan Cup Cycle Road. Voilà, ça sera le 15 octobre, ça sera sa dernière course de la saison. On ne sait pas encore s'il va faire le Tour de Lombardie, donc il n'est pas forcément prévu sur le Tour de Lombardie. Mais cette fin de saison où il a voulu être leader, ça s'est plutôt bien passé pour lui. En même temps, ça s'était bien passé pour lui déjà chez DSM à l'époque. Lui qui a encore un contrat jusqu'en 2025, ça fait partie des pépites de Soudal Quick-Step que Jumbo aimerait bien récupérer également pour la montagne. Mais lui, il aurait peut-être intérêt en cas de fusion à partir dans une autre structure, parce que pour moi, il peut être vraiment leader dans des belles équipes, Ilan Van Wilder. On passe tout de suite au bonnet d'âne. 4 bonnets d'âne sur cette semaine. Je commence avec Valentin Madouas. Ouais, je m'attendais à un peu mieux de Valentin Madouas. Il finit loin au général, hein, il finit 21e. Alors déjà, le contre-la-montre, ça n'a pas été facile pour lui. S'il veut jouer, comme il l'a un peu annoncé quand même avant le Tour de France, sur les grands tours, il va falloir quand même faire un peu mieux. Et puis je m'attendais à mieux parce que c'est vrai qu'il avait quand même gagné la Bretagne Classique, 4e du Grand Prix de Montréal. Je me disais, c'est quand même un coureur qui a l'air d'être en forme en ce mois de septembre. Mais ouais, ça s'est pas forcément hyper bien goupillé sur cette semaine. Pour Valentin Madouas, il faut le dire aussi qu'au départ, il n'était pas prévu pour être leader sur cette course. C'était normalement David Gaudu et Pinot, sauf que les deux étaient malades et ont abandonné au bout de 80 km de course. En parlant de David Gaudu, il arrête sa saison, qu'aura été mi-figue, mi-raisin. Il se projette sur 2024 désormais, David Gaudu, et du côté de Thibaut Pinot, on espère que sa maladie ne va pas trop l'handicaper pour le prochain Tour de Lombardie, qui sera sa dernière course de sa carrière. Mais voilà, du côté de Madouas, je m'attendais un petit peu mieux sur cette semaine, mais encore une fois, il n'était pas forcément prévu pour être leader, donc c'est peut-être ça qui a été compliqué à gérer pour le champion de France, mais qui fait quand même une année intéressante. Vainqueur d'une épreuve World Tour, 20e du dernier Tour de France en ayant le rôle d'équipier, 4e de Paris-Camembert, 11e de l'Amstel, 5e de Liège-Bastogne-Liège. Voilà, il a été présent sur la saison, alors que pourtant sur les classiques flandriennes, il n'a pas pu s'exprimer comme il le souhaitait. Deuxième estradé également en tout début de saison. Donc voilà, du côté de Valentin Madouas, il y a eu des choses très satisfaisantes cette année. On a vu que sur les classiques, ça lui convenait extrêmement bien. Ça sera l'objectif pour Valentin Madouas, et puis il pourrait faire partie de la liste de départ des prochains Jeux Olympiques, parce qu'avec une course où on sera que 4 ou 5 au départ, tout dépendra de notre classement UCI, un coureur comme Madouas qui est très résistant, avec un peloton qui ne sera pas très fourni,
au départ, parce qu'on sera sur un peloton qui sera tout petit, eh bien ça peut être intéressant pour un Madouas qui n'est pas le coureur qui aime le plus frotter, sauf que là, ça pourrait un peu moins frotter du côté des Jeux Olympiques, donc ça pourrait être intéressant d'avoir d'emmener un Christophe Laporte, bien entendu, un Madouas, pour moi, peut-être une carte qui sera importante pour les prochains Jeux Olympiques si on veut remporter la médaille d'or. Flop également de Ciccone. Oui, j'ai envie de dire que la Lidl Trek, depuis qu'il s'appelle Lidl Trek, les résultats sont peut-être pas si exceptionnels que ça. Ouais, du côté de Ciccone, bon, ça a été compliqué. Alors déjà, bon, le chrono, il a perdu du temps, mais ça c'est habituel pour Ciccone. Mais je m'attendais, pourquoi pas, à ce qu'il aille chercher une victoire d'étape. Sauf que là aussi, ça s'est mal goupillé. Alors que sur la première étape, il fait 7. Donc il était plutôt pas mal. Il a été placé sur les étapes, mais pas forcément voilà, le résultat qui lui convenait. Après, il a assez peu couru. Voilà, il avait repris seulement sur le Trofeo Matteotti. Après ça, un Tour de France qui a été assez énergivore pour lui. Et puis là, il attaque la fin de saison avec les 3 Vallées Vérésines, Giro dell'Emilia, Tour de Lombardie, et puis la Japan Cup Cycle Road qui seront ses objectifs de fin de saison. Bon, après, la saison a quand même été une réussite avec notamment le classement de la montagne du Tour de France, alors que lui aussi, il n'a pas connu une saison facile, hein, Ciccone, parce qu'il était prévu sur le Tour d'Italie. Il a dû reprogrammer un petit peu sa saison, ce qui a certainement engendré un petit peu de fatigue. Et c'est vrai que le fait de ne pas pouvoir aller sur le Tour d'Italie avait été vraiment un crève-cœur pour lui, surtout qu'il avait fait une très bonne préparation jusque-là, notamment un très bon Tirreno Adriatico. Et que voilà, ça partait de chez lui, donc il avait vraiment envie. C'était peut-être l'opportunité d'une carrière pour Ciccone. Donc voilà, maintenant il y aura une fin de saison, mais c'est vrai que ça n'a pas été fantastique du côté du coureur de la Lidl Trek. J'ai envie de dire que pour la Lidl Trek, c'est vrai que cette semaine n'a pas été dingue parce que Tess Fashion finit 41, Elmose 42, Alexis Kerr 65 et qui n'ont fini qu'à 4 cette course. Voilà, donc ils ont eu quand même 2 abandons dans leur structure. Et puis Félix Gall également, ça a été compliqué pour l'Autrichien. On sent quand même que la saison a été longue. Là aussi, l'après Tour de France, pas forcément facile à gérer. Pour Félix Gall, il a tenté, il a attaqué. Mais je pense qu'il a attaqué de loin parce qu'il savait à chaque fois que les jambes n'étaient pas extrêmement bonnes pour Félix Gall. Et rien que la dernière étape, pourtant il est dans la bonne échappée. Mais il ne prend que la 10e place. Encore une fois, il n'avait pas couru depuis la Classica San Sebastian. Non plus. Il est prévu pour le Giro dell'Emilia. Après, est-ce qu'il continuera sur les sauts de classique italienne? Ça, c'est la grande question. Peut-être qu'on attend de voir un petit peu quel sera son état de forme. Faut pas non plus trop forcer sur Félix Gall, parce que je pense qu'on compte sur lui en 2024 pour un grand tour. Peut-être le Tour d'Italie pour Félix Gall, qui pourrait être un bel objectif pour le coureur autrichien. Et puis je termine aussi avec Michael Woods. Michael Woods, c'est fou parce que cette année, j'ai l'impression que je l'ai vu que sur l'étape du Tour de France. C'est-à-dire que j'ai l'impression vraiment que Michael Woods, je l'ai vu une fois dans l'année. Là, il était au départ de cette épreuve, hein, Michael Woods, mais on ne l'a pas vu de la semaine. Vraiment, on ne l'a pas du tout vu. Alors, heureusement pour Israël, on a gagné une étape avec Corbin Strong, mais c'est vrai que Michael Woods, il fait 32e. Et c'est vrai que si on regarde un petit peu les résultats sur l'année, alors il y a eu la route d'Occitanie qu'il a gagné, mais j'ai l'impression que ouais, il a été présent, mais pas forcément aux avant-postes, quoi. Ouais. Ouais, la saison n'est pas mauvaise pourtant, hein. Là, c'est parce que là, je vois, il fait notamment 6e du Tour de Catalogne, 4e de la Flèche Wallonne, 2e de la Mont Ventoux derrière Lenny Martinez où il rate complètement son sprint. Mais ouais, j'ai l'impression que de l'avoir vu vraiment qu'en début de saison et là, là encore compliqué voilà, pour Michael Woods. Mais il était au départ de les courses, mais bon. Ça a été un petit peu l'homme invisible cette semaine. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao, ciao!